bonjour à tous. Patrick et moi-même travaillons au sein du groupe Banque Populaire du Sud, au sein de la direction de la conformité et des risques, au sein d'un service nommé Risque Transverse, qui a pour objectif d'analyser, mesurer et réduire un certain nombre de risques inhérents au secteur bancaire, dont notamment les risques liés à la sécurité des systèmes d'information, dont Patrick est l'expert. Alors, tout d'abord, le groupe Banque Populaire du Sud est composé de 4 établissements bancaires implantés sur la région Occitanie. Il est constitué à peu près de plus de 2000 collaborateurs et intégré au groupe BPCE qui est constitué de toutes les banques populaires, les caisses d'épargne et également de Natixis notamment. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la cybercriminalité, comment se protéger. Alors, pour introduire, déjà le premier volet, c'est qu'avec la transformation digitale, les systèmes d'information ont évolué. On va dire au début des années 2000, on était plutôt sur un système de type château fort, ce qui voulait dire que les SI des entreprises étaient refermés sur soi-même. Et en termes de sécurité, on considérait que tout ce qui était externe était systématiquement hostile. Avec toutes les évolutions digitales, l'arrivée des smartphones et ainsi de suite, on est plutôt passé sur des systèmes d'information beaucoup plus ouverts, qui peut être présenté par une image d'aéroport. Ce sont des SI qui sont ouverts sur l'extérieur. On peut citer la règle des 3A, qui est Anywhere, Anytime, Any Device. Donc partout, tout le temps, sur n'importe quoi, enfin sur tout plutôt. Ils sont répartis à plusieurs endroits, c'est les données ou les SI, donc sur les serveurs internes, sur des ordinateurs, on va dire sur les nuages avec le cloud, voire sur les terminaux mobiles avec les smartphones ou les ordinateurs portables. Et en plus, ces SI sont désormais facilement accessibles par des tiers via un certain nombre d'API qui sont mis à disposition pour tous. En termes de sécurité, désormais, sécurité par SI, on a une approche par les risques, c'est-à-dire que les actifs sont protégés en fonction de leur sensibilité. Et c'est là où on retrouve l'image de l'aéroport, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un aéroport, il n'y a aucun contrôle, plus vous vous approchez de l'avion, plus les contrôles sont resserrés. Tout ça amène au point qui est cité par un directeur général d'un grand groupe bancaire qui identifie que pour lui, le seul risque systémique pour le système bancaire, c'est le risque cyber. Alors, comment se protéger à cette cybercriminalité? Le premier point est déjà de connaître ses ennemis. Donc, on peut différencier 3 types d'ennemis dans la criminalité cyber. On parle de cybercriminels, en premier lieu, qui ont pour objectif plutôt un enjeu financier, en exfiltrant des données pour faire des fraudes, pour escroquer, voire pour faire chanter, via notamment les ransomware. Après, on peut parler aussi de cyberactivisme, qui représente plutôt un risque d'image pour le monde bancaire, où eux, ils vont essayer d'exfiltrer des données dans le but de les publier vers l'extérieur, ou encore défigurer le site internet pour nuire à l'image du groupe. Et enfin, on peut parler aussi de cyberterrorisme, mais là, ça dépasse clairement le monde bancaire, où ce sont des attaques de grandes ampleurs visant à déstabiliser tout un secteur d'activité, voire un État. Il faut aussi connaître ces vulnérabilités. Donc, bien sûr, les vulnérabilités, ça peut être tous les composants informatiques. Ça peut être également des processus métiers qui ne sont pas forcément, où tous les risques n'ont pas été bien appréhendés. Et il y a aussi également l'humain. Et c'est sur cette thématique-là que nous allons plus détailler dans le cadre de cette présentation. Bonjour. Alors voilà, moi je vais vous parler de quelques fraudes qui ont fait l'actualité ces derniers mois. Donc peut-être que vous en avez entendu parler pour certaines d'entre elles. Donc la première à gauche, c'est Bogatchev. Alors Bogatchev, c'est un hacker russe qui est aujourd'hui recherché. Sa tête est mise à prix par le FBI, 3 millions de dollars. Alors lui, sa spécialité, c'est la création de malware, de virus, pour simplifier, le dire plus simplement. Et donc lui, voilà, il arrive via ce virus qui s'appelle Zeus à intégrer des fausses pages dans des parcours web par exemple, et donc à détourner finalement le parcours
donc de l'internaute vers des fausses pages de manière à pouvoir récupérer des informations. Donc, on y reviendra un peu plus tard, on en reparlera, mais on va le voir dans toutes les fraudes évoquées ici. Donc c'est toujours l'humain qui est la cible du fraudeur, hein, en premier lieu. Dans la plupart des cas, par des mails notamment qui s'accompagnent de liens frauduleux ou de liens malveillants. Pièces jointes frauduleuses également. Donc vous avez dû peut-être entendre parler également du piratage de Sony ces dernières années. Donc de la même manière, hein, les fraudeurs s'introduisent dans le SI à pirater via un mail qui est porteur d'un lien malveillant ou d'une pièce jointe malveillante. Carbanac en bas, donc on en a parlé ce mois-ci dans l'actualité fraude, puisque c'est un groupe russe, hein, qui a détourné, ukrainien et russe, qui a détourné plus d'1 milliard de dollars ces dernières années, de la même manière, toujours pareil, hein, via un faux mail, on parvient à s'introduire dans le système d'information à pirater, on s'installe quelques mois, plusieurs mois. Généralement, dans ce type de fraude, hein, on rentre dans le système d'information, on ne ressort pas dans les 5 minutes. Hein. On prend le temps d'observer, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, mais les fraudeurs prennent le temps. Une fois qu'ils ont un point d'entrée dans le SI, ils prennent le temps voilà, de voir ce qui se passe, comment fonctionne l'établissement, quelle est son organisation, de manière à pouvoir extraire de l'information. Le rançon logiciel WannaCry, on en a parlé aussi en juin dernier. La genèse de WannaCry, c'est une fuite de données, mais pas de n'importe quel service de renseignement. En l'occurrence, il s'agit de la NSA américaine, hein, qui a été victime d'une fuite de données. Des vulnérabilités qui étaient exploitées par la NSA ont été publiées, rendues publiques, ce qui a permis à des attaquants d'exploiter ces failles de sécurité en s'attaquant donc à des millions d'utilisateurs dans le monde, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Et ça leur a permis notamment de prendre le contrôle de 300 000 ordinateurs dans 150 pays. Et donc le principe de l'attaque consistait à demander une rançon, à chiffrer des données d'une entreprise attaquée, et à demander une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Voilà, on aura l'occasion également de revenir sur ce point-là. Donc le dernier point que je voulais mentionner dans ce slide, c'était la fraude au président. Donc Gilbert Chikri, notamment le spécialiste de la fraude au président, donc d'autres s'en sont inspirés. Donc sa technique est très simple, hein, il arrive à convaincre justement son interlocuteur par téléphone ou par mail à réaliser des virements vers l'étranger. Donc on aura également l'occasion de revenir spécifiquement sur ce type de fraude. On va poursuivre. Donc le premier cas pratique, c'est qu'on va parler des emails, hein, parce que c'est ce qu'on reçoit très régulièrement dans le cadre de l'activité professionnelle. Donc on va dire qu'il y a 2 types d'emails, les mails souhaités, donc c'est ceux qu'on est amené à traiter et à utiliser, et les mails non souhaités, qu'on peut répartir selon 3 types de catégories. Les premiers mails, le premier type c'est les spams, donc c'est un email non sollicité envoyé en grande masse, mais qui n'a pas forcément vocation à, après, on va dire, attaquer le SI. Le deuxième volet, ce sont déjà un peu plus, c'est le phishing. Donc là, ce sont des mails qui sont envoyés de manière un peu plus ciblée, qui a vocation à récupérer certaines informations personnelles, comme par exemple les numéros de carte bancaire. Et après, il y a la dernière attaque qui est peut-être la plus, on va dire, sensible pour les entreprises, qui est le spear phishing, où là, c'est une attaque ciblée sur certains types de métiers. Donc typiquement, un point qu'on a eu dernièrement, c'était des mails qui reprenaient exactement on va dire, le canevas du Trésor public et qui était adressé aux responsables de la comptabilité ou du paiement des impôts dans plusieurs établissements bancaires du groupe BPCE. Ici, je vais
ce qui est intéressant pour bien se rappeler du danger des emails, c'est que les mails, c'est comme les bonbons, on n'accepte pas ceux des inconnus. Voilà, donc via ces mails, voilà, en principe, on a deux variantes connues aujourd'hui. La première, c'est des pièces jointes malveillantes. Hein, donc, si on prend l'exemple, on revient sur l'exemple de WannaCry. Un mail classique pour appâter le collaborateur. Le collaborateur va cliquer sur la pièce jointe, par exemple un document Office avec une macro. La macro va activer le téléchargement sur le poste du collaborateur d'un virus. Voilà. Et ce virus, une fois installé, donc si on prend l'exemple de WannaCry, il va chiffrer les données du poste et ensuite vous affichez un petit message vous demandant le paiement d'une rançon en Bitcoin, par exemple. Donc, dans cette situation-là, il reste deux solutions à l'informatique. Enfin, soit l'informatique a des sauvegardes pour restaurer les serveurs, soit voilà, faire appel à trois solutions en fait. Soit faire appel à une société de sécurité informatique pour voir si ils ont des moyens de restaurer le système. Troisième solution, c'est payer la rançon. On conseille rarement cette solution-là, mais bon, c'est un business, hein, donc vous aurez une clé de chiffrement en retour en principe. Hein. C'est un business qui fonctionne. Voilà, le deuxième type d'attaque, c'est donc un phishing, un spear phishing avec un lien frauduleux. Voilà, de la même manière, on va télécharger potentiellement un fichier exécutable, un zip qui contient un fichier malveillant sur le poste. Voilà. Voilà, pour résumer cette diapo, un clic c'est comme pour les dominos, il en suffit d'un seul pour que tout s'écroule. Hein. Voilà, généralement, c'est vrai que bon, le phishing peut être adressé à des centaines de milliers de personnes. Hein. Il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui tombent dans le piège pour satisfaire les hackers, malheureusement. Oui, je voulais revenir justement sur un point au niveau du phishing. Hein, on se pose souvent la question de savoir comment procèdent les fraudeurs pour avoir des carnets d'adresses mail notamment. Hein. Donc récemment a été publié sur un chercheur en sécurité informatique a trouvé justement un site web qui était hébergé aux Pays-Bas qui répertoriait 700 millions d'adresses mail et 80 millions de mots de passe. Voilà. Donc, pour des hackers, donc évidemment c'est facile, c'est de la matière à exploiter hein, pour ensuite faire des attaques de masse. Donc comment se protéger pour éviter les dangers que nous avons présentés juste avant? Le premier point, c'est déjà limiter la diffusion de votre adresse électronique professionnelle. Donc la limiter vers l'extérieur, la communiquer le moins possible. Ne jamais répondre à un spam. N'ouvrez pas les pièces jointes d'un email non sollicité et ne cliquez pas sur les liens sans vous être assuré de leur fiabilité. Dans les établissements du groupe BPCE, on est allé un peu plus loin. C'est-à-dire que maintenant, il y a des sortes de disclaimers qui avertit que les mails proviennent de l'extérieur et qui sensibilisent l'utilisateur de faire réellement attention. Bien sûr, après, on a tout un volet d'antivirus qui permettent de filtrer dès qu'une pièce jointe un peu malveillante est détectée. On va passer au deuxième volet, qui est l'ingénierie sociale. J'inverse, excusez-moi. Et je relaisse la main à Patrick. Alors l'ingénierie sociale, autrement appelée fraude au président ou fraude aux fournisseurs, voilà, donc elle fait référence à des pratiques de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Hein. Utilisant ses connaissances, son charisme, l'imposture et le culot, le fraudeur arrive à vous faire réaliser des opérations qu'en temps normal vous n'aurez pas réalisées. Hein. Donc très souvent, ils vont faire en sorte de mettre beaucoup de pression aux collaborateurs, justement, souvent en prétextant le sceau de la confidentialité, potentiellement un délit d'initié, pour essayer de le mettre en confiance, de le mettre en valeur, de manière à lui faire exécuter des virements frauduleux, très souvent vers l'étranger.
Pour illustrer, je pourrais vous parler d'une société de Charente-Maritime, BRM Mobilier. Donc c'est une société de 44 salariés. Donc ça s'est passé à l'été 2015. Donc le directeur général était en congé. On suppose que les fraudeurs avaient récupéré un maximum d'informations via l'intranet du site. Donc ils ont profité que le directeur général était en congé pour envoyer une suite d'instructions, de mettre la pression sur le responsable comptable. Je crois que c'était en mentionnant une OPA confidentielle. Donc ils ont réussi à lui faire réaliser en l'espace de 4 semaines 7 virements vers l'étranger pour un total de 1,6 million d'euros. Donc au final, les sommes n'ont pas pu être récupérées. La société a été placée en liquidation judiciaire. Donc 44 salariés qui ont perdu leur travail. Voilà. Donc c'est une réalité. La fraude en ingénierie sociale, l'année dernière, je crois qu'on a représenté déjà un montant de 500 millions d'euros de détournés. Voilà. Donc là, on le voit bien, il n'y a pas d'exploitation de failles de sécurité, c'est vraiment la faille humaine qui est exploitée. Voilà. Donc, quelques exemples en bas. Certains rappellent l'employé en se faisant passer pour des policiers de la brigade financière. Voilà. Les escrocs très bien renseignés sur l'organigramme et les ressources financières de la société avaient usurpé dans des mails l'identité de son président. Le fraudeur téléphone au comptable de l'entreprise en se faisant passer pour son PDG et ordonne à l'employé d'effectuer en urgence un virement vers l'étranger pour une acquisition en Chine. Donc c'est vrai, on met en confiance le collaborateur, on lui dit qu'on compte sur lui, on a confiance en lui, on sait qu'il est compétent, qu'il gardera le secret de l'opération afin d'éviter le délit d'initié. Voilà, très souvent, on se fait piéger. Voilà, c'est une réalité, c'était 500 millions d'euros. Je n'ai pas les chiffres pour 2018, mais voilà, ça représente quand même une somme importante. Donc on va finir par les bonnes pratiques. Juste un point, on a parlé de la fraude au président, mais il y a un autre type de fraude d'ingénierie sociale qui est qui est tout autant répandu. C'est tout simplement la fraude aux fournisseurs. C'est-à-dire que vous avez un fournisseur auquel on doit régler les factures, et puis 2 semaines avant le règlement de la facture, ils envoient juste un mail en disant nous avons changé de RIB, merci de changer de RIB. Et en fait ça c'est beaucoup plus répandu, et c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres tels que 500 millions d'euros. Parce que c'est vrai que les fraudes de président, on se dit c'est quand même très gros, même si certains y arrivent et c'est un gros coup, mais ce qui est le plus répandu c'est aussi la fraude aux fournisseurs. Ouais. Donc les bonnes pratiques, toujours les mêmes, c'est énormément sensibiliser, essayer de mettre en place des processus de 4 yeux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui valident. En banque, on réalise beaucoup le contre-appel, parce qu'on retrouve ce point-là avec des personnes qui se font pirater leur compte cyber, et en fait où ils demandent de sceller des bénéficiaires de virements. Et donc il y a vraiment des procédures qui sont demandées en banque de faire des contre-appels pour s'assurer que la demande émane bien du client. Donc en bonne pratique, vous les avez là, limiter la diffusion, rédiger des procédures sécurisées, être vigilant, résister à la pression et vérifier la légitimité de la demande en réalisant des contre-appels. Vaut mieux rappeler 3 fois que se tromper une fois. On va passer au volet de la fuite de données, où je redonne la main à Patrick. Oui, une dernière chose en matière d'ingénierie sociale, c'est vrai qu'on peut faire en sorte que les personnes qui sont habilitées à saisir des virements ne sont pas les mêmes qui puissent les valider. Voilà. Donc, ce double regard déjà permet de contenir le risque. La fuite de données. Alors bon, la fuite de données, on pense souvent au web classique. Donc par négligence, un collaborateur peut publier des informations confidentielles dans un forum. Donc par négligence également, je sais qu'il y a eu un cas récemment, je ne citerai pas l'entreprise, mais voilà, dans le cadre de la maintenance d'un serveur de l'entreprise, le collaborateur avait donc déplacé les données sur un autre serveur temporairement. Ce serveur était connecté à Internet.
Donc au final, ceux qui étaient connectés, ceux qui avaient été mis sur ce serveur-là, s'est retrouvé référencé par Google. Et donc les données se sont donc retrouvées accessibles sur Internet. Voilà. Donc souvent, hein, pareil, c'est la négligence. Hein. Alors il faut savoir également qu'il existe, vous avez peut-être entendu parler du dark web, Internet des hackers. Hein, donc on y accède par des navigateurs spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le dark web, on peut acheter des armes, des stupéfiants. On peut aussi acheter des fichiers de données. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. En l'occurrence, hein, c'est un business. Hein. Donc vous avez des hackers qui mettent en vente des données qui ont été piratées. Et vous avez des fraudeurs qui achètent des données piratées, justement, pour pouvoir les exploiter pour des attaques par phishing, spear phishing. Voilà, donc il faut savoir que ça existe, c'est un marché, hein, on achète ça en bitcoin, voilà, ça se fait sur un internet parallèle. Voilà, et donc les personnes qui passent par ces réseaux sont anonymisées, donc voilà, c'est très compliqué. Voilà, il faut bien penser maintenant, aujourd'hui, avec la transformation digitale, aux objets connectés, parce que potentiellement ces objets connectés peuvent être porteurs de vulnérabilité et embarquer eux-mêmes leur propre système d'information. Et pour connecter un système d'information, potentiellement, ils peuvent être aussi un point d'entrée sur le système d'information de l'entreprise. Voilà, je ne citerai que, ouais, comme exemple, peut-être, je vais revenir. Voilà, les caméras de surveillance, par exemple, peuvent être des objets connectés, les centrales d'alarme, la domotique, les microphones, hein, tout simplement, les microphones des téléphones. Voilà. Peut être un point d'entrée hein, pour des services de renseignement. Donc la fuite de données, voilà ce qu'il faut savoir. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que 78% des fuites proviennent de personnes internes à l'entreprise. Une personne qui va quitter l'entreprise, de la négligence, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Et voilà, 90% des pertes de données ne sont pas intentionnelles. Donc souvent des erreurs, hein, on déplace des données, pas sur le bon serveur, elles sont référencées et disponibles. Voilà, ou bien par négligence, on copie des données sensibles sans mesurer vraiment la conséquence sur des clés USB, on perd la clé USB. Voilà, ça peut arriver. Hein. La fuite de données, on a parlé du spear phishing, de la fraude au président, également de l'attaque ciblée ou l'APT. Hein, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'était l'exemple Carbanac. Où via une attaque ciblée, on arrive à s'introduire dans le SI de l'entreprise. Et ensuite, dans un espace-temps qui peut aller d'1 mois à 18 mois, on va prendre le temps d'extraire les données dont on a besoin. Et le jour où on a besoin de les extraire, ben, très simplement, hein, on lance une attaque type DDoS pour saturer le site, pour que les équipes informatiques se focalisent sur cette attaque-là, et on en profite pour exfiltrer les données. Voilà. Donc ça a l'air simple comme ça. Bon, les attaques ciblées, très souvent, les APT, c'est plutôt, je dirais, du hacking étatique, voilà. D'assez haut niveau, quoi. Donc pour résumer, hein, on aime bien, vous avez vu ces petites phrases, mais une information c'est comme un ballon, une fois lancée on ne peut plus la rattraper. Donc il faut veiller. Les bonnes pratiques. Donc déjà, ne jamais stocker ou sauvegarder des données professionnelles sur des disques durs externes. Il faut l'éviter parce qu'on peut le perdre, ou idéalement il faudrait qu'il soit chiffré. Avec tout ce qui est les partenaires, les prestataires, toujours mettre en œuvre des solutions d'échange sécurisées. On l'a vu, hein, le règlement RGPD l'introduit et le demande, de toujours de sécuriser au maximum toutes les données. Exiger des garanties des prestataires et en interne, mettre en œuvre le principe de moindre privilège. Donc ça, c'est la gestion de les habilitations. La règle d'or étant que le moins de personnes possible puissent accéder à l'information ou seulement les personnes qui en ont besoin. Et donc, on va conclure par une slide
de synthèse, comment arriver à bien se prémunir contre la cybercriminalité. C'est toujours en amont des projets, évaluer les besoins de sécurité, évaluer les risques pour mettre les exigences nécessaires, protéger toutes les données. Et surtout, le volet sur lequel on souhaite insister, le plus important, c'est la sensibilisation, la formation des collaborateurs. Il faut toujours essayer de rappeler toutes ces règles-là qui paraissent simples. Enfin, on sait qu'il ne faut pas connecter de lecteurs USB parce qu'ils peuvent contenir des virus. On sait qu'il ne faut pas répondre à des emails, mais on se rend compte qu'au final, les gens le font quand même. Donc il faut toujours rappeler, sensibiliser à fréquence très régulière. Le deuxième volet, c'est quand on est une grande entreprise, arriver à détecter et se doter de services qui le permettent. Donc au sein du groupe BPCE, on a vraiment une organisation autour de nos informatiques qui permet de détecter les incidents au plus tôt. Dès que ça impacte un établissement, les autres établissements sont mis au courant pour qu'ils puissent agir en conséquence. Et enfin, voilà, c'était le dernier volet qui était réagir, qui est d'évaluer les menaces, gérer la crise, communiquer. Et enfin, identifier les contre-mesures pour réduire au maximum les impacts. Merci de votre attention. Oui, un dernier point pour poursuivre. Donc, on parle de la Hack Academy et de l'ANSSI. Donc, la Hack Academy, c'est le SIGREF qui a mis en place un site internet justement pour que les entreprises et les citoyens puissent se sensibiliser sur les types d'attaques que l'on a évoqués ce jour. Donc vous pouvez faire le parcours sur internet et vous tapez Hack Academy et vous tomberez sur le site. Voilà, et l'ANSSI, ce qu'il faut savoir, l'ANSSI c'est l'autorité nationale de sécurité des SI, donc elle met en ligne des guides pour les entreprises, mais également pour les particuliers, pour sécuriser son informatique, mais également pour sensibiliser ses collaborateurs. Merci.